Seuls les incroyants complets oseraient naviguer ce vendredi 13 septembre. La météo prévoyait du vent de nord-est, donc il y avait beaucoup de chances qu'il souffle, en fait, de l'ouest. En tout cas, pas de tempête à l'horizon. Oh Jean-Michel, viens parmi nous. Reste pas si loin, reste pas si loin, Jean-Michel. Comme il était fort probable que le vent ne soit pas assez puissant et régulier pour traverser le lac, on avait annoncé que l'on irait, peut-être, explorer les côtes vierges du lac, notre Amazonie landaise, aussi sauvage que l'Amazonie du Brésil. Mais, le vendredi 13, frappa d'entrée, discrètement. En effet, une goutte d'eau vint s'écraser sur l'objectif, une goutte chargée probablement d'un peu d'huile 20-40. Cette goutte sécha rapidement et elle produisit un léger flou sur la zone droite d'allumage. Impossible de s'en apercevoir lors de la prise de vue. Toutes nos excuses pour ce léger flou sur la droite. À chaque fois, moi j'ai une tonsure naissante, depuis que je viens s'enligner. Ça va faire la une de Paris-Normand. Tout le monde connaît le légendaire « Pré-serré » de Jean-Michel, certes, un peu moins serré qu'autrefois, car les lombaires se manifestent vite en cas d'effort excessif sur l'écoute de grand voile. On voit sur ce relevé GPS, que les premiers bords furent tracés au cordeau. Cela s'explique par l'effet Venturi, qui s'exerce dans cette partie de la conche de Sanguinet, bordée par des forêts de hautes futaies. Dès que l'on va quitter la conche, pour entrer dans le grand lac, le vent semble faiblir, c'est le moment venu pour céder la barre aux stagiaires qui, par moments, vont se demander, d'où peut bien venir le vent. Et voilà que, au loin, apparaît, Caminard, dont la trajectoire semble plus affirmée. C'est qu'il commence à prendre de la bouteille, le Caminard. Bien sûr, les kitesurfs se font une joie de montrer leur vitesse, 3 fois supérieure à celle du vent, qui les met en mouvement. Sur ce très long bord, au bon plein, ou au débridé, il faut savoir jouer avec les caprices du vent. Surtout lorsque ce dernier va marquer un ralentissement. On va passer du traditionnel vent d'ouest de force 3, au non moins traditionnel, vent d'ouest de force 2. Et là se pose une question, peut-on se lancer dans la traversée du lac, vers l'ouest? Ou, faut-il faire demi-tour, comme Caminard, en redoutant la panne de vent? Ou, peut-on parier sur une baisse, momentanée, du vent, avant la reprise de la brise du soir? Et dans ce cas on peut se diriger vers nos célèbres marais amazoniens. C'est donc l'option que va prendre Potemkin. Atterrir sur ces rivages déserts, c'est comme arriver sur une autre planète. On reste stupéfait, voire inquiet. À notre époque, tout le monde se dit amoureux de la nature. Mais, de quelle nature s'agit-il? Des forêts de pins alignent-elles des poireaux dans un champ? Du gazon de raie grasse tondu au millimètre près? Point de cette fausse nature ici. Pourtant, cette étrange casemate, avec des meurtrières dirigées vers le lac, témoigne d'une présence humaine. Quels sont donc les migrants que l'on se propose de combattre ici? Tout cela n'est pas très rassurant. On se hasarde alors sur cette zone de sable doré, duquel émergent quelques roseaux téméraires. Cette zone littorale se trouve dégagée en été, lorsque le niveau de l'eau passe en dessous de la cote des 20,70 m. La végétation plus dense semble correspondre à la cote des 21 mètres, la cote hivernale moyenne. Cette cote qui a été sauvagement rehaussée pour stocker davantage d'eau, l'hiver, afin de pouvoir arroser le golfe de Biscarrosse, durant le printemps, l'été et l'automne. Et pour remplir les innombrables piscines privées de tous nos défenseurs locaux de la nature. Et nous voilà entrés dans cette zone incroyable. Incroyable, car d'une densité végétale surprenante.
On dirait que chaque centimètre carré de sol est occupé par une plante différente. Tout un mélange de graminées, parfois très hautes, de plantes grasses, de bruyères, de mousses, de fleurs, de petits arbustes. Et tout cela paraît vivre en paix, en harmonie. Ici, pas de plantes indésirables, pas d'espèces dites mauvaises. Et voilà, ça c'est la moline, la fameuse Oui, la herbe. molinie, oui. La molinie. L'herbe que broutaient les moutons autrefois. Oui, c'est ça. Tout se passe comme si les innombrables espèces végétales présentes ici avaient passé un pacte de collaboration bienveillante. Chacune à sa place. L'on y respire enfin une vraie odeur de nature légèrement mentholée, qui peut rappeler l'odeur des espaces naturels d'autrefois, lorsque n'existaient pas les herbicides, les vendeurs de graines et les soi-disant agronomes de la Révolution verte. Et pourtant, à l'origine, le sol est constitué uniquement de sable. De sable et d'eau. Cela est suffisant pour que des touffes de graminées prennent de l'ampleur, et fabriquent, année après année, l'humus, qui leur fournira en retour tous les éléments nécessaires à leur croissance, à leur fonction de photosynthèse. Nul besoin d'engrais. Les plantes fabriquent elles-mêmes le sol sur lequel elles vivent. Évidemment, si un scientifique productiviste voyait cela, il imaginerait immédiatement comment faire fructifier l'affaire. D'abord, on rase tout, on laboure le sol avec les gros tracteurs, on sème une seule espèce. On pulvérise l'herbicide qui va tuer toutes les autres plantes soupçonnées de porter préjudice à cette monoculture. Puis, on va récolter et relabourer, pour bien faire mourir toute la faune microbienne prétendument inutile. Puis, on va rajouter du N, P, K, pour augmenter les rendements et les bénéfices, etc. Lorsque le sol sera redevenu complètement stérile et mort, on réclamera des subventions pour recommencer cette procédure ailleurs. Les canards migrants et les chasseurs qui les aiment tant sont, un peu, à l'origine de la préservation de ces marais naturels en bord de lac. Jusqu'à quand ? Nous étions donc ici, pas loin de l'embouchure de la Craste Neuve, où débute cet immense marais, foisonnant de vie. Pour l'heure, il faut s'extraire de la zone peu profonde, avec par-ci par-là, de bonnes pierres de fer, qui attendent patiemment leur tour de racler le fond des bateaux. On manœuvre comme on peut, sans dérive. Petit à petit, on s'éloigne du bord, et l'on se retrouve dans 2 mètres d'eau. Hélas, brusquement, flux de vent, faut mettre en place les 2 seules rames que l'on a embarquées, sans autre fixation qu'un bout de ficelle.